Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 27 octobre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Je suis curieux de savoir comment vous gérez la multitude de réseaux sociaux qui existent présentement. Je dis ça parce que, cette semaine, il y a eu un réseau qui avait été créé initialement, qui s'appelle T2, qui avait été créé initialement par des ex-employés de Twitter ou des employés de ex-Twitter. Mais ils ont fait une interface web qui ressemblait beaucoup à Twitter. Il n'y avait pas d'application. Et j'ai été voir qu'est-ce que ça disait. Pas beaucoup de francophones, sérieusement, comme dans tous les réseaux sociaux. Mais reçu un courriel cette semaine annonçant la fin, à partir du 1er novembre, la fin de ce réseau social qui avait été renommé dans les derniers mois Pebble, un peu comme les montres connectées, les anciennes montres de Pebble Time. Et oui, un réseau social de disparu. Bon, est-ce qu'il y en a trop? C'est une bonne question. Eux sont sûrement perçus que ça ne valait pas la peine de continuer. À un moment donné, il y a des coûts. Et puis, c'est cela. J'espère que vous gérez bien vos réseaux sociaux et surtout le temps que vous y passez. Hein? On commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows Phone n'aurait pas dû disparaître. Mon Dieu, quel souvenir. Sur le marché du smartphone, il y a deux systèmes d'exploitation qui règnent en maître. Il y a Android et surtout iOS, vers lesquels migrent de plus en plus de personnes. Même si ces systèmes d'exploitation de Google et d'Apple dominent, il ne faut pas oublier que Windows Phone a longtemps essayé de leur mettre des bâtons dans les roues. Avec son système d'exploitation lancé en 2010, Microsoft espérait même monter sur le trône. En raison de parts de marché trop faibles, l'entreprise a dû se résoudre à abandonner son système d'exploitation en juillet 2017 afin de miser sur Windows 10 Mobile. Malheureusement, le succès ne sera pas non plus au rendez-vous et Microsoft mettra fin au support de son système d'exploitation 2 ans plus tard. Ces jours-ci, le PDG de l'entreprise, Satya Nadella, exprime ses regrets quant à la disparition de son OS éphémère. Dans une interview accordée à Business Insider, Satya Nadella s'est livré sans détour sur la décision la plus difficile qu'il a dû prendre en tant que PDG de Microsoft, l'abandon de Windows Phone. Et je cite, « Rétrospectivement, je pense que nous aurions dû faire en sorte que cela fonctionne en réinventant la catégorie de l'informatique entre les PC, les tablettes et les téléphones », ajoute Satya Nadella, qui reconnaît avoir fait d'autres erreurs en plus de celle-ci. Malgré leur soutien au lancement de Windows Phone, des acteurs importants comme Samsung ou LG se sont rapidement recentrés sur le développement d'appareils sous Android. La lenteur du système d'exploitation a longtemps été pointée du doigt. Le clavier virtuel impossible à personnaliser et l'interface globale ont aussi été l'objet de critiques, mais on ne peut pas vraiment leur imputer l'échec de Windows Phone. Si Microsoft a failli, c'est surtout parce qu'il a fait face à deux acteurs confortablement installés, Google et Apple. Des millions d'utilisateurs étaient déjà très satisfaits par iOS et Android, si bien que la tâche s'annonçait fastidieuse, pour ne pas dire impossible. Ironie du sort, le géant de Redmond a dû se résoudre à envoyer ses utilisateurs vers la concurrence lors de l'arrêt du service. Malgré tout, la fin de Windows Phone a fait beaucoup de déçus. Alors peut-être que Microsoft retentera une percée avec un nouveau système d'exploitation un de ces jours. Microsoft veut stocker des données durant 10 000 ans. Le stockage de données à long terme demeure un défi majeur, mais Microsoft pourrait résoudre ce problème grâce à de récentes avancées technologiques. Le géant américain travaille depuis quelques années sur le projet Silica, avec l'objectif de stocker des données pendant des siècles sur du verre. La solution de stockage de Microsoft passe par l'utilisation de quartz, et plus précisément des plaques de verre de quartz. Le matériau a la réputation d'être très résistant, capable de supporter des températures vraiment
extrêmement élevée ou de résister aux rayures. Et je cite, « Vous pouvez la mettre dans l'eau bouillante, dans un four, vous pouvez même rayer sa surface et elle va tout de même conserver les données qu'elle contient en sécurité », explique Anne Runstrom, directeur adjoint du laboratoire à Microsoft Research Cambridge. En effet, la technologie progresse et Microsoft se satisfait de pouvoir désormais stocker plusieurs téraoctets dans une seule plaque de verre de la taille d'un dessous de verre. La firme américaine évoque aujourd'hui la possibilité de stocker jusqu'à 7 téraoctets sur l'une de ces petites plaques, soit environ 3500 films. Afin d'illustrer les progrès et l'intérêt du projet Silica, Microsoft a aussi présenté une démonstration de faisabilité. Avec la Warner Bros., ils ont réussi à stocker le film de Superman de 1978 dans son intégralité sur une plaque de verre de 7,5 cm de côté et de 2 mm d'épaisseur. L'autre prouesse est qu'ils ont pu lire ce classique du cinéma, tandis que le verre stocke 75,6 gigaoctets de données. Microsoft n'a pas choisi le verre par hasard et explique que si cette solution de stockage semble futuriste, il s'agit d'un concept qui remonte au 19e siècle. La firme fait référence aux négatifs photographiques sur plaques de verre. Les techniques et les capacités de stockage ont grandement évolué, mais ce matériau durable reste plus que jamais d'actualité. Une simple petite feuille de verre peut stocker plusieurs téraoctets. Le géant américain, largement tourné vers le cloud, vers les nuages, assure que le projet Silica répond aux besoins de stockage des données sur le long terme. En effet, le stockage sur du verre pourrait durer 10 000 ans, sans craindre que les données ne se dégradent. Il n'a pas non plus besoin d'électricité ou de climatisation pour être conservé, de quoi en faire une solution écologique. Prometteur, le projet Silica avance et Microsoft se satisfait des progrès réalisés ces dernières années. Présenté comme une solution d'avenir moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement, le stockage sur du verre est adapté pour un usage en lecture seule et non en lecture-écriture comme nos disques durs à plateau ou le disque dur de mémoire flash, les SSD. Les lasers femtosecondes modifient de façon permanente la structure du verre afin de conserver les données stockées pendant des siècles. Une fois écrites, ces données ne sont donc plus modifiables et serviront donc pour du stockage longue durée à froid. Apple, une keynote surprise en octobre 2023. Il y a quelques jours, le célèbre journaliste, Mark Gurman, bonjour M. Gurman, qui avait prédit qu'Apple tiendrait une conférence dès la fin du mois. Et c'est exactement ce que vient d'annoncer l'entreprise. Apple a partagé des invitations pour un événement qui se tiendra le 31 octobre prochain. Écoutez, à 1h du matin, heure française. Donc, on parle de 1h du matin, on parle de 7h, heure de Montréal. Contrairement aux événements Apple précédents, l'événement appelé Scary Fast se déroulera de manière entièrement virtuelle. Les membres de la presse ne seront pas présents en personne. Tout le monde pourra suivre l'événement en direct via le site web d'Apple, YouTube et l'application Apple TV. On s'attendait à la sortie de nouveaux iPads après l'arrivée des iPhone 15 le mois dernier, mais Apple n'a finalement dévoilé qu'un nouvel Apple Pencil, crayon Apple moins cher. Il semblerait qu'on doive désormais attendre l'année prochaine pour voir arriver de nouvelles tablettes, mais c'est une autre catégorie d'appareils qui devrait être mise à jour à l'occasion de cette conférence. Mark Gurman a annoncé qu'Apple devrait présenter un tout nouvel iMac. Pour rappel, la génération précédente date d'il y a maintenant plus de 2 ans, puisqu'elle a été présentée en avril 2021. Au programme, il faudrait surtout s'attendre à une toute nouvelle puce M3, la première gravée en 3 nanomètres pour les ordinateurs, après le fameux A17 Pro de l'iPhone 15 Pro pour les téléphones. Celle-ci offrira non seulement des performances en hausse, mais également une meilleure efficacité énergétique. Le
Le journaliste s'est également rendu compte que les stocks de MacBook Pro 14 et 16 pouces étaient très faibles chez divers revendeurs aux États-Unis. Il est donc possible qu'Apple présente également de nouveaux modèles, probablement équipés de puces M3 Pro et M3 Max. Il s'agirait donc de la première fois qu'Apple présente 3 nouveaux modèles de processeurs simultanément. Malheureusement, pour ceux qui ont un budget plus restreint, il semblerait que le MacBook Air M3 ne soit pas prévu avant au moins l'année prochaine, mais on ne peut qu'attendre la conférence pour en être sûr. Android 14, moins de chauffe, mais des problèmes sur les Pixel 6. Le 4 octobre dernier, Google a enfin lancé sa nouvelle version d'Android. Officialisée en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Android 14 débarque avec un peu de chamboulement. On observe quand même quelques changements appréciables concernant la personnalisation ou la gestion des notifications. Cette version majeure est surtout l'occasion pour Google de montrer un important travail d'optimisation. Les améliorations sont notables et de nombreux utilisateurs évoquent des effets positifs sur la chauffe et l'autonomie des pixels. Première constatation tente à confirmer que la puce Tensor G2 du Pixel 7 a tendance à moins chauffer qu'au cours des derniers mois sous Android 13. De bonnes nouvelles en perspective pour les utilisateurs d'Android, alors qu'Android 14 n'est pour l'heure disponible que sur les Google Pixel. Néanmoins, la mise à jour n'apporte pas que des bonnes nouvelles aux possesseurs de Pixel 6. Le site The Verge rapporte que des utilisateurs de Google Pixel 6 signalent des problèmes étranges depuis la transition vers Android 14. Le bug le plus critique est une perte d'accès au stockage interne, ce qui entraîne une perte de l'ensemble des données quand même. Après la mise à jour, le propriétaire d'un Pixel 6 Pro évoque l'apparition d'erreurs indiquant que le stockage est plein, alors qu'il reste environ 250 gigaoctets de libre sur les 512 de son téléphone. Si l'assistance de Google explique n'avoir aucune idée de ce qui se passe, il ne fournit pas d'explication officielle, une piste se dessine. Ces problèmes apparaîtraient surtout sur les appareils disposant de plusieurs comptes utilisateurs. Les employés de The Verge ont tenté l'expérience en créant un autre compte utilisateur sur un Pixel 6a équipé d'une version bêta d'Android 14. Le smartphone n'a pas rencontré de problème de perte de données, mais de nombreux bugs ont fait leur apparition. Comme d'autres utilisateurs, ils mentionnent des plantages répétés qui viennent ternir l'expérience utilisateur. En revanche, des problèmes disparaissent lorsqu'on bascule sur l'autre compte configuré. Alors, pensez à sauvegarder vos données importantes avant d'installer une mise à jour majeure comme iOS 17 ou Android 14. En effet, il n'est pas rare que le déploiement d'une mise à jour s'accompagne de certains bugs. Dans le cas des Pixel 6 et Pixel 6 Pro ou Pixel 6a, il convient de rester vigilant si vous utilisez plusieurs profils. Meta rapproche les réglages Instagram et Facebook. Les réglages de confidentialité des applications de Meta sont de plus en plus complets et complexes. Les utilisateurs et les régulateurs sont de plus en plus exigeants envers les plateformes et avec raison. Meta tente donc de concilier ses exigences sur tous ses réseaux sociaux et tous ses services, ce qui n'a rien d'évident. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram sont des monstres qui intègrent leurs propres réglages dont plusieurs sont communs. C'est pourquoi Meta continue de rapprocher les uns avec les autres au sein de l'espace compte, qui permet aux utilisateurs de contrôler plus facilement les informations à leur sujet sur l'ensemble des plateformes du groupe. Cet espace s'est enrichi récemment de plusieurs nouveautés, la plus notable concernant Instagram. 2 fonctions déjà disponibles dans l'app Facebook y ont fait leur apparition. Le nouveau menu « Votre activité en dehors des technologies ». Meta regroupe les informations que des entreprises transmettent à Meta lorsque l'utilisateur interagit avec ces organisations. Cela peut être l'accès à leur site web ou l'utilisation de leur application. Meta exploite ces informations pour la publicité ciblée, entre autres. En accédant à ce nouveau panneau depuis Instagram, il est possible de recenser les entreprises qui partagent des données avec Meta, de les désactiver une par une ou toutes
d'un coup. L'autre nouveauté touchant le réseau social de partage de photos et de vidéos, c'est le menu Transférer vos informations. Il permet de transférer une copie des informations créées ou partagées sur Instagram ou Facebook vers un autre service. Meta donne l'exemple d'un service d'impression d'albums photos physiques vers qui il sera plus facile de transférer des documents. Les deux apps Facebook et Instagram donnent aussi la possibilité de télécharger des informations depuis les deux plateformes en même temps. Par exemple, le téléchargement de photos téléversées sur les deux services. On pourra toujours télécharger ces données depuis l'une ou l'autre des applications. Plainte massive contre Meta. C'est une nouvelle plainte XXL, extra large, qui attaque Meta en justice. Le groupe de Mark Zuckerberg, bonjour Monsieur Mark, qui contrôle Facebook et Instagram, est en effet poursuivi par 40 États américains depuis ce mardi 24 octobre 2023. Ces derniers l'accusent de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse américaine. Dans le détail, le géant de la tech aurait ainsi dissimulé de la façon dont ces plateformes exploitent et manipulent ses consommateurs les plus vulnérables et négligé les dommages considérables causés à la santé mentale et physique des jeunes du pays, affirment les procureurs de ces États démocrates et républicains. Un consensus rare et à souligner dans le contexte très polarisé de la vie politique américaine. La plainte accuse aussi Meta d'avoir manipulé sciemment ces jeunes utilisateurs. Et pour mieux tromper le public, l'entreprise aurait aussi menti en affirmant que ces plateformes étaient sûres et adaptées pour les adolescents. Dès lors, ces États demandent à l'entreprise de stopper ces pratiques ainsi que le paiement d'amendes. Fortement mis en cause, Meta n'a pas manqué de réagir. Le groupe se dit ainsi, je cite, « déçu que les procureurs généraux aient choisi cette voie au lieu de travailler de manière productive avec les entreprises du secteur pour créer des normes claires et adaptées à l'âge pour les nombreuses applications utilisées par les adolescents. Nous partageons l'engagement des procureurs généraux à fournir aux adolescents des expériences en ligne sûres et positives. Et nous avons déjà introduit plus de 30 outils pour soutenir les adolescents et leurs familles. Il reste à voir ce que donnera cette plainte, mais elles s'inscrivent en général sur la durée. Il ne faut pas espérer d'évolution à court terme. Rappelons que ce n'est pas la première fois que la société de Mark Zuckerberg est épinglée à ce sujet. En 2021, on se souvient une gigantesque fuite de données internes rendues publiques par la lanceuse d'alerte et ancienne salariée Frances Haugen. Il était notamment question d'un rapport de chercheurs du groupe qui révèle la conclusion qu'Instagram a des effets négatifs sur le bien-être des adolescents. Ainsi, un jeune sur 5 estime que le réseau social nuit à son estime de soi. Concrètement, 30% des adolescentes britanniques déclarent se sentir mieux ou beaucoup mieux lorsqu'elles utilisent l'application, tandis que 23% affirment qu'une connexion sur la plateforme les fait se sentir un peu plus mal et 2% vraiment très mal. Les scientifiques proposaient ainsi de moins mettre en valeur les profils de stars et de privilégier les photos d'amis tout en rétrogradant les publications dédiées à la mode et à la beauté. D'après les documents de Frances Haugen, ces solutions n'ont pas été suivies par les dirigeants. La France veut accéder aux messages chiffrés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut que les messageries chiffrées comme WhatsApp et iMessage proposent une porte dérobée afin que le gouvernement puisse lire les messages s'il le juge que c'est nécessaire. Je le cite, « On doit pouvoir en effet négocier avec ces entreprises ce que vous appelez une porte dérobée, c'est-à-dire de Monsieur WhatsApp, Monsieur Telegram, je soupçonne que Monsieur X va peut-être passer à l'acte. Donnez-moi ces conversations », a déclaré Gérald Darmanin. Les messageries en question et iMessage utilisent le chiffrement de bout en bout. Cela signifie que seuls les participants peuvent lire les messages envoyés. La plateforme, un hacker ou encore un gouvernement n'est pas en mesure de jeter un coup d'œil à ce qu'il se dit. Il est certain que c'est un argument pour le respect de la vie privée. Mais Gérald Darmanin voit cela comme un frein. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que Mohamed Mogouchkov, l'assaillant de l'attentat d'Arras, était sur écoute téléphonique par les services de renseignement.
Il suivait également ses faits et gestes grâce à la localisation GPS. Mais aucun élément n'a été jugé suspect avant son attaque à Arras. Je cite, « Aujourd'hui, les gens passent par Signal, Telegram, WhatsApp, Facebook. Ils envoient des messages qui ne passent pas par une ligne téléphonique classique, mais par le numérique, par Internet », a déclaré Gérald Darmanin. Il note que beaucoup de gens utilisent les messageries chiffrées, y compris les gens qui sont malfaisants. De fait, il estime que les services français n'ont pas pu détecter un passage à l'acte qui aurait pu être écrit sur WhatsApp ou une autre plateforme de messagerie. Il faut savoir qu'Apple est totalement contre ce concept de porte dérobée, aussi connu par le terme anglais backdoor. Le fabricant part du principe qu'un accès à la porte dérobée peut éventuellement être découvert par des personnes malveillantes. X pourrait bientôt fermer en France. Une décision contestable de plus de la part d'Elon Musk. Dernièrement, il décidait d'obliger les utilisateurs de X dans certains pays à payer pour y accéder. Et maintenant, il envisage de faire fermer le réseau social en France. Plus globalement, X pourrait bientôt quitter l'Union européenne tout court selon les informations de Business Insider. Une autre option envisagée par le milliardaire serait simplement de bloquer les utilisateurs européens, de la même manière que Threads le fait actuellement. Le réseau social de Meta n'est pour l'instant pas encore disponible, pour la même raison que X envisage maintenant de quitter le marché européen. Le règlement DSA, il n'aime pas ça. Le règlement DSA, le Digital Services Act, c'est une loi promulguée récemment dans l'Union européenne qui impose des règles strictes aux plus grandes plateformes numériques. Elles impliquent notamment un devoir de modération des contenus aux géants de la tech. Avec la reprise du conflit israélo-palestinien, X est retrouvé dans la tourmente à cause de vidéos et d'images atroces publiées sur la plateforme. Avec une équipe de modération réduite suite aux licenciements de Twitter mené sous les ordres de M. Musk, eh bien, le réseau social n'est pas en mesure de faire face à ses responsabilités. Problème, la Commission européenne demande à X des informations sur la manière dont il œuvre pour supprimer ce genre de contenu. S'il s'avère qu'il enfreint le règlement DSA, le réseau social d'Elon Musk pourrait se voir infliger des amendes monstres. En vertu de cette nouvelle loi, la Commission européenne peut imposer des astreintes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Eh bien, pour X, elles atteindraient 240 millions de dollars avec comme base le chiffre d'affaires de 2022. Alors que les annonceurs publicitaires ont fui la plateforme qui est désormais largement déficitaire, Elon Musk a besoin de tout sauf de ça. Le patron de Tesla menace donc de prendre des décisions radicales pour éviter ce traitement. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Amazon veut vous faire oublier votre mot de passe. Amazon vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sur son site web et son application iOS. Le géant de l'e-commerce se met en effet au passkey. Ces alternatives au mot de passe permettent d'utiliser les données biométriques du téléphone en guise de remplacement du mot de passe. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent se rendre dans leur application Amazon sur iOS. Une version pour Android est encore en cours de développement. Il faudra ensuite se rendre dans les réglages de son compte et sélectionner l'option Paramètres du compte. Une fois dans ce sous-menu, il faudra choisir Changer email, mobile et mot de passe. Dans cette section des réglages, une nouvelle option vient de faire son apparition. Il s'agit de clé de passe ou clé d'identification. Amazon utilisant les deux termes pour cette nouvelle fonctionnalité. Alors, en choisissant d'utiliser une clé de passe à la place d'un mot de passe classique, eh bien, les utilisateurs peuvent ajouter une couche de sécurité supplémentaire autour de leur compte. En effet, en utilisant Touch ID ou Face ID, Amazon se sert d'une clé d'identification unique, impossible à copier ou à intercepter. Avec cette sécurité supplémentaire, le vol d'un compte Amazon ou des précieuses données bancaires situées sur ce dernier est plus difficile, voire impossible. Les mots de passe ont toujours été
été plus ou moins faillibles. Depuis leur invention, des personnes mal intentionnées tentent de les deviner. En plus des méthodes d'attaque à force brute, ils peuvent également avoir recours à de l'ingénierie sociale pour dérober des mots de passe. Enfin, dernière méthode grandement utilisée, le vol de données directement chez l'entreprise. En utilisant les clés de passe, les entreprises comme Amazon veulent sécuriser ces 3 points. Les attaques à la force brute sont quasiment impossibles pour des données biométriques. L'ingénierie sociale reste une solution intéressante pour les pirates, mais elle demande encore plus de travail. Exploiter un mot de passe est assez simple une fois qu'il est entre nos mains. L'empreinte digitale d'une personne, elle, c'est plus compliqué. Enfin, c'est sans doute ce qui intéresse le plus Amazon. L'arrivée des clés de passe pourrait mettre fin au vol des données directement chez les entreprises. Sans mot de passe, mais seulement avec des clés à usage unique, bien les sociétés n'ont pas la main sur les comptes des utilisateurs. Il est donc impossible d'y avoir accès en s'attaquant à l'entreprise en premier lieu. Twitch, les streamers vont pouvoir diffuser simultanément sur plusieurs plateformes. Twitch, qui restreignait de façon drastique ses streamers sur la diffusion de contenu en simultané sur les autres plateformes, a décidé d'assouplir ses règles. Je n'étais même pas au courant de ces règles-là. À l'occasion de la TwitchCon Las Vegas 2023, la plateforme de streaming vidéo a annoncé bon nombre de nouveautés à venir sur le service. Au-delà d'améliorations de fonctionnalités comme les stories, l'éditeur de clips, les outils de modération ou la gestion des alertes et de la publicité, Twitch autorise désormais la diffusion en simultané sur plusieurs plateformes. Depuis août dernier, Twitch avait déjà relâché la pression sur les streamers en autorisant ce qu'elle appelle le simulcasting sur des applications mobiles comme Instagram et TikTok. C'est-à-dire que les créateurs pouvaient lancer un même flux en direct sur Twitch et sur l'une de ces deux apps. À partir de maintenant, les streamers ont désormais la possibilité de diffuser en simultané sur Twitch et n'importe quelle autre plateforme de streaming vidéo. Et je cite, « Nous pensons que vous devriez avoir la liberté de décider sur quel service vous souhaitez diffuser en direct », indique le leader du secteur dans un article de blog. En réalité, il s'agit sans doute d'une manœuvre visant à récupérer d'importants streamers qui sont passés chez le concurrent, Kick, à la réputation sulfureuse, mais qui offre un partage des revenus bien plus en faveur des créateurs. Le XQC ou Amouranth, qui ont signé de gros contrats chez Kick, pourraient ainsi diffuser leur contenu sur les deux services à la fois. Twitch impose toutefois quelques conditions pour autoriser le simulcasting. Tout d'abord, la qualité de flux diffusé sur Twitch ne doit pas être inférieure à l'expérience sur d'autres plateformes ou services. De plus, ils ne doivent pas partager de liens sur Twitch renvoyant vers leur propre stream d'un service concurrent. Il est par contre prévu à l'avenir de déployer un outil permettant d'indiquer qu'il s'agit d'une diffusion simultanée. Une autre directive donnée aux streamers, ils ont l'interdiction de recourir à des services tiers pour fusionner les chats des différentes plateformes pour lesquelles ils diffusent. Proton Pass permet de partager un mot de passe. Près de 74% des internautes sont imprudents lorsqu'ils partagent leur mot de passe avec autrui, regrette Proton, relayant plusieurs études. En effet, les utilisateurs n'hésitent pas à partager leur code par le biais d'un mail non chiffré qui peut être intercepté par des hackers. Certains usagers écrivent même leur mot de passe sur un bout de papier. Voyons donc. Ce papier pourrait évidemment tomber entre de mauvaises mains. Conscient des risques pris par les internautes, Proton vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à Proton Pass. Pour rappel, Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source, lancé l'été dernier. Et je cite, « Il ne limite pas le nombre d'appareils que vous pouvez utiliser et synchronise automatiquement les données entre plusieurs appareils et navigateurs. » Comme l'explique Proton dans un communiqué de presse, cette nouveauté, je cite, « permet à quiconque, qu'il soit ou non un utilisateur existant de Proton Pass, de partager en toute sécurité des informations sensibles sans compromettre la confidentialité ou la sécurité
sécurité de celle-ci. Concrètement, Proton propose aux internautes de créer des coffres forts partagés. Ceux-ci renfermeront les mots de passe des usagers et seront uniquement accessibles à des individus choisis. Toutes les données glissées dans le coffre-fort, qu'il s'agisse d'un mot de passe ou d'une autre information sensible, seront chiffrées de bout en bout. En clair, il n'est pas possible de lire ces données, même si elles sont interceptées. Proton n'est lui-même pas en mesure de consulter les données. La société suisse précise s'appuyer sur des protocoles de chiffrement robustes. Notez que Proton permet d'échanger des données temporairement. Dès que la transaction est terminée, il est possible de révoquer l'accès facilement, explique Proton. Sans surprise, toutes les données sont instantanément mises à jour sur tous les appareils autorisés à la moindre modification. Le processus de partage se veut simple et intuitif. Par le biais de Proton Pass, l'internaute qui souhaite partager un code d'accès enverra une invitation par courriel à son interlocuteur. S'il n'est pas client Proton Pass, celui-ci sera invité à créer un compte gratuit pour accéder à un coffre-fort. Une fois que c'est fait, il pourra consulter les informations sensibles mises à sa disposition. Évidemment, les personnes ayant opté pour un abonnement Proton Pass payant ont des avantages. Les abonnés peuvent créer jusqu'à 20 coffres-forts contre seulement 2 pour les utilisateurs gratuits. Proton s'est engagé à déployer d'autres nouveautés de taille dans le courant de l'automne. La solution ultime de Tesla pour éviter l'attente. Le temps est précieux. Mais outre le fait que la recharge d'une voiture électrique prend du temps, le conducteur risque aussi de devoir faire la queue pour les bornes de recharge. Tesla propose depuis des années une fonctionnalité qui permet de savoir s'il y a des bornes supercharger libres à un emplacement donné. Cependant, comme cela ne suffit pas, Tesla travaillerait désormais sur un système de prédiction. Le système actuel a ses limites. En effet, il est possible qu'au moment où vous décidez de vous rendre à une station de recharge, une borne soit disponible. Mais au moment où vous y arrivez, il est possible que toutes les bornes soient occupées. La solution de Tesla a un algorithme de prédiction qui tient compte de votre trajet jusqu'au supercharger, mais aussi du trajet des autres utilisateurs. Selon un article d'Electrek qui relaie un article de Not a Tesla App, une nouvelle mise à jour proposée par le constructeur introduirait ce système de prédiction. L'algorithme donnerait une estimation du temps d'attente sur une station lorsque le conducteur arrivera, en tenant compte du fait que d'autres conducteurs de Tesla se dirigent aussi vers cette station et peuvent arriver avant. Éventuellement, si le conducteur trouve que le temps d'attente estimé par Tesla est trop long, il peut décider de rechercher une autre station où il sera moins susceptible d'attendre longtemps. Cette mise à jour Tesla est d'autant plus utile aux États-Unis dans la mesure où les bornes de recharge Tesla s'ouvrent aux autres constructeurs. De nombreuses marques ont déjà annoncé l'adoption du port de recharge de Tesla. Le lancement du système de prédiction est probablement lié à cette actualité. En effet, comme les chargeurs de Tesla seront utilisés par plus de véhicules, le constructeur doit proposer des solutions pour réduire le temps d'attente. Il pirate une pompe à essence avec le Bluetooth. C'est une affaire qui fait grand bruit aux États-Unis. Fin septembre, un homme a réussi à voler près de 3000 litres d'essence dans une station-service de Détroit en utilisant le Bluetooth de son téléphone pour pirater la pompe. Il s'agit d'une technique de plus en plus répandue qui inquiète les autorités américaines. Selon le site Futurism, qui a été l'un des premiers médias à rapporter les faits, l'homme a utilisé la connectivité Bluetooth de son téléphone pour contourner le système de la station-service Shell. Sans donner d'explications précises sur cette entourloupe, on apprend qu'elle lui a permis de libérer d'énormes quantités de carburant à une pompe. Bien, en tout, il a volé 800 gallons, soit environ 3000 litres d'essence pour une valeur d'environ 3000 $. Le porte-parole de la police de Détroit a déclaré au journal de Detroit News que l'homme avait utilisé un appareil électronique pour commettre son méfait, sans donner plus de détails. Les images de vidéosurveillance montrent que l'homme était accompagné d'un complice qui conduisait un camion-citerne pour récupérer un maximum de pétrole. Ensemble, ils ont rempli le réservoir du véhicule avec de l'essence volée devant les yeux de tous les clients. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un vol de ce type impliquant une connexion Bluetooth se produit aux États-Unis. En effet, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de personnes qui ont déjà été arrêtées entre mars et juillet 2022
pour avoir utilisé la même méthode dans plusieurs stations-service du pays. Il s'agit d'une forme de cybercriminalité qui profite des failles de sécurité des pompes à essence, qui sont souvent équipées de systèmes Bluetooth ou Wi-Fi pour faciliter la maintenance à distance. Ces systèmes peuvent être piratés par des hackers qui peuvent alors contrôler le débit et le prix du carburant. Si le voleur est toujours dans la nature, les experts en sécurité insistent pour un renforcement des normes de sécurité aux abords des stations essence. Débarrasser l'espace de ses ordures avec des sacs poubelles. Ah, c'est brillant ça quand même. La pollution spatiale est un problème croissant qui menace l'exploration et l'exploitation de l'espace. Selon l'Agence spatiale européenne, la ESA, plusieurs millions de débris inférieurs à 10 cm orbitent autour de notre planète. Donc, pas moins de 36 000 débris d'une taille supérieure à 10 cm. Ces débris sont rigoureusement suivis par l'ESA et d'autres agences spatiales qui peinent à trouver de bonnes solutions pour les nettoyer. TransAstra, une start-up de logistique spatiale, a remporté un contrat de plus de 850 000 $ de la NASA pour la fabrication d'un simple sac de capture de débris orbitaux, une technologie initialement développée pour la mission de redirection d'astéroïdes de la NASA que TransAstra va adapter à cet effet. L'avantage de cette technologie, elle n'a pas besoin de cibles spécifiques à saisir ni de procédures d'accostage délicates. Elle pourrait être utilisée selon l'entreprise pour capturer divers types de débris spatiaux, des CubeSats aux étages de fusées usagées, voire des astéroïdes massifs de 50 000 tonnes. TransAstra propose de capturer plusieurs objets en une seule mission, réduisant ainsi la consommation de propergol. TransAstra prévoit de lancer ses sacs de capture gonflables à bord de vaisseaux nommés Worker B vers les débris ciblés. Une fois les débris capturés, ils seraient transportés vers la Think Platform de Think Orbital, qui est une plateforme en orbite de 37 mètres de diamètre, équipée d'outils pour inspecter, réparer et recycler les objets. Le système proposé par TransAstra et Think Orbital offrirait dans l'idée plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes de nettoyage de débris orbitaux. Durable et diablement efficace, cette solution alternative permettrait de réduire les coûts de 6 fois par rapport à l'élimination individuelle des objets, ainsi que de réduire les coûts de propergol de 82 % et de raccourcir de 40 % le temps nécessaire pour éliminer les débris. Ce nouveau test permet de détecter le diabète de type 2. Pour savoir si elle souffre de diabète de type 2, une personne doit se déplacer et dépenser une certaine somme pour faire des tests sanguins dans une clinique. Elle doit ensuite attendre que les échantillons soient analysés et la sortie des résultats peut prendre du temps. Pour faire gagner du temps à ceux qui veulent savoir s'ils souffrent ou non du diabète de type 2, des chercheurs du Click Labs, une société internationale travaillant dans la biotechnologie, ont mis au point une nouvelle technologie qui pourrait permettre de détecter la maladie en quelques secondes. La nouvelle méthode utilise un enregistrement vocal de 10 secondes sur téléphone intelligent pour déterminer si une personne est atteinte ou non de la maladie. Les auteurs de l'étude ont mené une expérience sur 267 personnes, dont 192 ont déjà été diagnostiquées non diabétiques et 75 diagnostiquées atteintes du diabète de type 2. Pendant 2 semaines, chaque participant a fait un enregistrement sur son téléphone dans lequel il prononçait une phrase spécifique via une application. Les participants ont effectué cette procédure jusqu'à 6 fois par jour, la durée de chaque enregistrement étant de 6 à 10 secondes selon la vitesse de chacun. Les chercheurs ont trouvé 14 caractéristiques acoustiques parmi les 18 465 enregistrements recueillis. En analysant ces caractéristiques acoustiques, ils ont noté que certaines d'entre elles, comme la hauteur et l'intensité, différaient de manière cohérente entre les personnes diabétiques et non diabétiques. Ces différences ne peuvent être détectées par l'oreille humaine, mais un logiciel de traitement du signal peut le faire sans problème. Suite à cette découverte, les scientifiques ont développé un programme basé sur l'intelligence artificielle qui peut déterminer si un individu est atteint du diabète de type 2.
Ce programme analyse l'enregistrement audio de la voix d'une personne ainsi que certaines informations comme elle sur le sexe, l'âge, la taille et le poids. Un test sur des volontaires ont montré que le programme possédait une précision de 89% pour identifier les femmes diabétiques de type 2 et de 86% pour les hommes. En perfectionnant la technologie, les chercheurs pensent que ces nombres devraient pouvoir être améliorés. Pour information, les tests de glycémie à jeun traditionnels sont précis à 85% pour les deux sexes et les tests d'hémoglobine glyquée et de tolérance au glucose par voie orale sont précis à 91 et 92% respectivement. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je me suis aperçu que, j'ai parlé de Pebble en début d'émission, puis j'avais une actualité pour la semaine prochaine, mais bon, vous saurez à l'avance que Pebble, ou T2 anciennement, est complètement mort et enterré. Hein? Comme c'est le thème de la semaine prochaine, l'Halloween. Alors, soyez de bonne humeur, puis soyez pas triste que Pebble soit parti, hein, car il y en a plusieurs réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!